cœur du Darfour, le massif du Djebel Mara est coupé du monde depuis le début de la guerre civile en 2003. Un conflit sanglant entre le gouvernement arabe de Khartoum et les populations africaines locales qui a fait 300 000 morts et près de 3 millions de déplacés. Cette montagne abrite les derniers rebelles qui résistent à l'armée soudanaise. Assiégée par les militaires, elle est quasi inaccessible. Il faut contourner les soldats, à pied ou à dos d'âne. Cet entraînement est très important pour que vous preniez votre sort en main. C'est comme ça que vous deviendrez des hommes. Vous devez être dur comme le fer. Vous devez être une armée. À tout moment, vous devez être en éveil. L'armée doit être prête. Cette armée doit être aussi rapide que les rayons du soleil. Sous les ordres du commandant Saleh, les nouvelles recrues de l'armée de libération du Soudan. En tenue civile, elles participent à leur premier entraînement aux côtés de soldats plus aguerris. Dans les montagnes, l'ALS contrôle un territoire où vivent 300 000 personnes. Il y a beaucoup de nouveaux qui rejoignent nos rangs. Ils veulent défendre notre terre, combattre l'injustice et viennent ici se former. Le recrutement est d'autant plus facile que de nombreuses femmes souhaitent aujourd'hui s'engager dans la rébellion. Khadija combat depuis 18 ans. À ses débuts, sa présence dans les rangs surprenait. Aujourd'hui, c'est l'une des combattantes les plus respectées. Il n'y a pas de différence entre hommes et femmes quand on fait la guerre. Nous avons tous la même âme. Nous avons souffert de l'injustice dans notre pays, donc nous avons pris les armes. Je ne suis pas la seule, regardez autour de nous. Vous verrez beaucoup de femmes. Les rebelles revendiquent plusieurs dizaines de milliers de soldats. De quoi défendre les montagnes et tenir l'armée soudanaise à distance. Quand je regarde dans la lunette de mon fusil, je peux voir des troupes venir de loin. Et je tire avant qu'elles ne nous attaquent. J'ai tué de nombreux ennemis, au moins 500. Depuis qu'elle a rejoint le Djebel Mara, les combats se sont succédés, faisant de nombreux morts de chaque côté. L'ALS parvient à résister à l'armée soudanaise malgré son infériorité numérique et son manque de matériel. Le groupe ne bénéficie d'aucune aide extérieure, les uniformes sont dépareillés, tous n'ont pas d'armes, chaque équipement est une prise de guerre. L'ALS contrôle malgré tout un territoire de plusieurs milliers de kilomètres carrés, l'équivalent d'un petit département français. Nous allons vers Koulobié. C'est un poste avancé qui défend notre quartier général. Il y a des troupes qui y sont postées en permanence. C'est aussi une position anti-aérienne qui nous protège des bombardements. Les soldats doivent s'identifier pour éviter les tirs de leurs propres snipers. Bonjour. Bonjour, commandant. Bonjour. Bonjour, commandant. Bonjour. Ces jeunes qui sont ici doivent assurer la sécurité des environs. C'est leur travail de soldat, la mission qui leur a été donnée. Nous avons une mitrailleuse Douchka
On l'utilise contre les avions et contre nos ennemis. Nous sommes nés ici, c'est notre terre, et nous nous battrons jusqu'à ce que nous soyons libres. Durant 15 ans, les avions du régime d'Omar el-Béchir ont attaqué les montagnes, tuant rebelles et civils sans distinction. L'ancien président du Soudan, renversé en 2019, est accusé de crimes de guerre et génocide au Darfour par la Cour pénale internationale. Ils nous survolaient et larguaient de très grosses bombes. Le genre de bombes qu'ils utilisaient, ils ne sont pas censés les employer contre des civils, mais ils le faisaient quand même. Ils ont détruit tous les villages. Aujourd'hui, les attaques terrestres continuent, mais les bombardements sont suspendus. Le conflit s'est enlisé dans une interminable guerre de position. Pose le domino, vas-y. Mais pourquoi t'essayes de lui voler son tour? Nous aussi on veut jouer. Allez, dépêchez-vous. On aime beaucoup ce jeu. Mais quand vient l'heure d'accomplir notre devoir, on abandonne tout et on va défendre nos montagnes. En attendant, on prend du bon temps entre camarades. Khadija a tout quitté au début de la guerre civile en 2003. Son village a été détruit par les soldats soudanais, son mari assassiné. Elle a rapidement pris les armes pour défendre son peuple. Je vivais à l'extérieur des montagnes. Au loin, je voyais le Djebel Mara. Je voyais toute la nourriture qui provenait de cet endroit et je rêvais de le visiter. Et puis j'ai appris que le gouvernement l'attaquait sans faire de différence entre les enfants et les adultes, qu'il tuait les Noirs. Alors je suis venue me battre. Une fois par semaine, les rebelles font un détour par Gourgangbang, le plus grand marché des montagnes. Ici, comme partout au Djebel Mara, Khadija et ses compagnons d'armes sont accueillis à bras ouverts. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Et toi, comment tu vas? Ça va, grâce à Dieu. Et toi, comment ça va? Ça va, grâce à Dieu. Sous la protection de l'ALS, les civils ont pu reprendre une vie presque normale. Et ces tomates, elles coûtent combien? Nous sommes vraiment reconnaissants. Grâce à eux, nous sommes en sécurité. Merci Dieu. Avec leur aide, nous pourrons reconstruire notre vie. L'approvisionnement reste un défi. Sur les étals, seuls quelques rares produits viennent de l'extérieur. Le Djebel Mara vit en quasi-autarcie. Pour les commerçants, chaque tentative d'importation depuis les grandes villes du Soudan représente un risque considérable. C'est très compliqué de faire venir les marchandises, car le gouvernement ne nous y autorise pas. On met parfois des semaines pour réussir à rassembler une cargaison et l'emmener ici, petit à petit. Le gouvernement ne permet pas aux camions de s'approcher. Les difficultés persistent, mais le quotidien s'est tout de même grandement amélioré. Bien protégés dans les montagnes, les civils sont désormais rarement victimes de violences. Autrefois sous les bombes, le village de Toruntonga s'est peu à peu reconstruit. Il fait office de quartier général des rebelles. Khadija et les autres femmes de l'armée de libération du Soudan y vivent ensemble. Avant de se réfugier dans les montagnes au début de la guerre, tout ont vécu l'horreur des massacres, des maisons brûlées, des terres volées.
Armées, milices arabes et tribus africaines partagent une même religion, mais les populations locales sont attaquées à cause de leurs origines. Ils ont détruit nos maisons, ont commencé par violer les femmes, puis ils ont brûlé vivants les enfants et les personnes âgées. Pour venir ici, j'ai abandonné mes 6 enfants au chef du camp de réfugiés. Ils ont des cartes pour recevoir des rations de nourriture, donc ils peuvent survivre. Et s'ils meurent, tant pis. Tant de membres de ma famille sont déjà morts. Les soldats ont arrêté les jeunes et ils les ont jetés en prison. Et quand il n'y a plus eu de place dans les cellules, ils les ont transportés ailleurs en camion. Ils les ont alignés, ils ont couvert leur visage et ils ont tiré. Ceux qui ne sont pas morts, ils les ont aspergés d'essence et les ont brûlés vifs. La Cour pénale internationale accuse le gouvernement d'avoir tenté de supprimer les populations africaines qui peuplent la région. Derrière ces crimes, l'armée et les milices Janjaweed à la solde de Khartoum. Les Janjaweed sont des milices arabes à qui le gouvernement a donné des armes. Malgré ce que dit le gouvernement, les milices lui obéissent. Il est responsable de ces crimes. Les officiels prétendent que non, qu'ils n'y sont pour rien. Mais les Janjaweed ont les uniformes de l'armée, les fusils de l'armée, les chaussures de l'armée. Nous ne nous sentirons jamais bien. Nous avons abandonné nos enfants. Tant de membres de nos familles sont morts. Notre terre est envahie. Mais au moins, quand nous sommes entre sœurs, nous nous sentons mieux. Cette année, je pense que la saison des pluies sera bonne. Oui, c'est sûr. Tu as raison. Les militaires sont bénévoles. En échange de leur engagement, les villageois leur prêtent des terres à cultiver. Plante là-bas. Contrairement au reste du Darfour, les montagnes ne manquent pas de nourriture. Ici, les habitants peuvent vivre en autarcie sans craindre la famine. Le Djebel Mara est un endroit magnifique. Il y pleut souvent, la météo est bonne. Quoi qu'on y plante, tout pousse très bien. Même quand il ne pleut pas beaucoup, les conditions sont tout de même bien meilleures qu'en bas. C'est très différent. Mais ici, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a même pas de médecins. On n'a que 2 puits dans le village qui donnent de l'eau potable. Dans les autres villages, ils doivent se débrouiller pour trouver à boire. Pour préserver sa communauté, le groupe rebelle mise sur les futures générations. Il a créé plusieurs écoles. Ici convergent chaque matin des centaines d'élèves de la maternelle au lycée. Quand on n'est pas raccordé au réseau électrique, il y a d'autres solutions pour stocker de l'énergie.
Ce sont les batteries. Mohamed, le professeur de physique, les encourage à poursuivre leurs études. Bien qu'en zone rebelle, leur cursus scolaire est reconnu par l'État soudanais. Après la terminale, ils pourront tenter de s'inscrire dans les grandes universités du pays. Je voudrais que vous me disiez ce que vous voulez faire plus tard. Qui voudrait faire des études? Qui veut devenir médecin? Et qui voudrait être officier? Moi. La vie est difficile ici. Les gens sont uniquement intéressés par l'agriculture. Ils ne pensent pas au futur. On est aussi victime de l'injustice de la guerre, donc personne ne prévoit rien pour l'avenir. C'est dur de vivre ici. Nous les jeunes, on veut sortir du Djebel Mara pour aller étudier et pour découvrir à quoi ressemble le monde. Je veux devenir médecin pour revenir ici soigner les gens malades. Quand j'aurai terminé mes études, je reviendrai à Torontonga. C'est chez nous ici. Les moyens de l'école sont dérisoires. Sans argent du gouvernement, les paysans doivent se cotiser pour construire les bâtiments et payer les professeurs. Mes conditions de vie en tant qu'instituteur sont mauvaises. Je n'ai pas assez de moyens pour vivre. Mais je continue car je suis là pour apprendre aux enfants, pour que leur avenir soit meilleur. Mohamed ne peut pas s'offrir de maison et doit vivre dans cette petite pièce sur la parcelle de ses parents. Pour améliorer mon quotidien, je vais parfois travailler dans les fermes. Je récolte des fruits ou des patates et d'autres choses. Cela m'aide un peu. À 26 ans, l'instituteur n'est pas encore marié faute d'argent. Son temps libre, il le passe à rêver d'autres horizons au bord d'une falaise, seul endroit où il capte un peu de réseau téléphonique. Il y a pas mal de gens qui ont fui les montagnes, donc je discute avec eux. Certains sont au Soudan du Sud, d'autres vivent à Khartoum ou ailleurs au Soudan. Il y en a même qui vivent dans d'autres pays. Sans perspective, il est tentant de partir. Seul un accord de paix permettrait de développer le Djebel Mara et de changer la vie de sa population. Mais pour l'heure, au quartier général, un cessez-le-feu semble difficile à imaginer. Le gouvernement ne nous attaque plus directement. Mais il envoie ses milices arabes. Il leur donne de l'argent et leur demande d'aller voler les troupeaux et tuer les gens. Ils attaquent les villages et volent tout ce que les gens possèdent. C'est ce qu'il se passe en 2021. Cette année, il y a eu de nombreux combats. Beaucoup de gens sont morts, comme dans le village de Greda, où on a eu pas mal de pertes. Et il y a 2 jours, il y a eu encore des massacres à l'extérieur des montagnes, à Tawila et El Jenina. Mohamed, je te donne l'ordre de partir voir ce qu'il se passe au front et de rapporter des informations avant vendredi. Des soldats ont été repérés la veille non loin d'un village situé à plusieurs heures de marche.
Le commandant Saleh réunit une petite unité pour aller sur les lieux. La ligne de front n'est plus qu'à quelques centaines de mètres. C'est un endroit qui s'appelle Saboun El Fagour. En 2016 et 2017, le gouvernement l'a complètement détruit. Avant, les gens vivaient là, mais ils ont dû fuir. Maintenant, c'est totalement vide. Les civils ne peuvent plus aller par là. Le gouvernement contrôle la zone. C'est très dangereux. Je viens voir nos positions. Je dois m'assurer que notre défense est en place, qu'on protège bien toute la zone. Salut, ça va? Le gros des troupes est massé sur une colline surplombant la vallée. Salut, ça va? Salut, ça va? Nous ne quittons jamais cette position. Comme ça, on s'assure que l'ennemi ne peut pas s'approcher. On protège le territoire situé entre ces montagnes là-bas et le village de Saboun El Fagour. Une patrouille est allée par là-bas et a vu des soldats. Donc je viens de renvoyer des hommes pour vérifier que tout va bien du côté de Saboun El Fagour. Khadija, elle, s'isole avec son arme et ses souvenirs. Face à elle, les positions du gouvernement la séparent de son ancienne vie. Je regarde si je vois des soldats ou des Janjaweed approcher. Comme ça, je pourrais les éliminer. Quand je tiens mon arme, je ne pense pas à ma famille ou à mon mari. Si je le faisais, je me suiciderais. Ça ne me fait pas plaisir de tuer un ennemi, mais quand je le fais, c'est comme si je faisais revivre l'âme de mon mari et de mes proches. J'essaie de ne pas penser à quel point mes enfants me manquent. Je sais que je ne vais pas pouvoir les voir. Je suis coincée ici. Souvent, je rêve de voyager. Si un jour nous parvenons à vivre en paix, je pourrais aller les voir. Les groupes armés du Darfour ont presque tous signé un cessez-le-feu avec le gouvernement en 2020. Seuls les rebelles du Djebel Mara résistent encore. Ils refusent de traiter avec les responsables des massacres, toujours au pouvoir malgré la chute d'Omar el-Béchir. L'ALS n'a pas d'aspiration indépendantiste, mais exige la fin des violences contre les Darfouris avant toute négociation. La paix, tant attendue par Khadija et les siens, semble encore loin.